Je m'appelle Céline Lay et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Élise Salin et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Victoire Aubrio et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Cécile Salama et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Audrey Bonneau et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Alice Benchimol et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Léna Dieng et je travaille dans la cybersécurité. Je m'appelle Agathe de la Laurencie et je travaille dans la cybersécurité. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série du monde de la cyber. Vous vous en doutez, si je fais cet épisode, c'est parce qu'on a un petit sujet sur la place des femmes dans le monde de la cyber et je ne pouvais pas passer à côté de cette journée pour vous en parler. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et je m'adresse aujourd'hui aux femmes pour leur dire qu'elles sont bien sûr capables et qu'elles ont aussi le droit de se lancer dans les métiers de l'informatique et de la cybersécurité. Ce n'est pas un monde réservé aux hommes. Donc je suis moi-même une femme qui travaille dans le monde de la cyber, comme vous le savez, et je suis responsable en fait de la communication et du marketing d'une entreprise qui propose une assurance en cybersécurité. Donc je ne fais pas un métier tech, mais je suis là aujourd'hui aussi pour témoigner du fait que intégrer cet univers, c'est pas seulement intégrer un univers de geeks, de personnes qui travaillent ensuite à capuche toute la journée dans le noir et qui mangent des pizzas. C'est pas du tout ça. En fait, je ne peux pas l'expliquer exactement, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai jamais codé de ma vie, mais l'idée de travailler dans la cybersécurité m'a toujours fascinée. Donc, quand j'ai passé tous mes entretiens d'embauche en fait, à la recherche d'une aventure professionnelle, j'ai découvert plein d'entreprises qui œuvraient dans des secteurs très différents. Donc, il y avait de l'immobilier, de la santé, de la cosmétique, il y avait vraiment de tout. Et puis, il y avait une entreprise en cybersécurité chez qui j'ai postulé et j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je ne regrette pas du tout mon choix de m'être lancée dans ce secteur alors que encore une fois, je le répète, j'y connaissais absolument rien. Donc, c'était pas évident au début. J'ai demandé à tous mes collègues développeurs s'ils pensaient que j'étais capable de prendre un poste de communication dans une entreprise de cybersécurité, même si je n'y connais absolument rien en informatique. Donc, j'ai eu besoin qu'on me rassure sur le fait que j'allais pouvoir comprendre les termes techniques, les transformer, les vulgariser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et finalement, en fait, c'est comme dans tous les domaines. Il faut un temps pour se familiariser avec les spécificités du milieu. Et puis une fois qu'on maîtrise les bases, on peut se lancer. C'est un peu quand on n'est pas médecin, on ne comprend pas leur langage, quand on n'est pas juriste, on ne comprend pas non plus tout ce qu'ils disent. C'est pareil pour la cybersécurité, il faut s'y mettre un minimum pour en comprendre les mécanismes et les spécificités. Aujourd'hui, du coup, je travaille avec des équipes qui sont passionnées et engagées autour d'un projet commun qui est de lutter contre la cybercriminalité et protéger nos entreprises contre ce nouveau fléau. Et en plus de travailler dans un univers vraiment passionnant et plus que bienveillant, au sein duquel, évidemment, les hommes sont majoritairement représentés, je suis aussi entourée de femmes qui exercent des métiers divers et variés. Et aujourd'hui, du coup, avec cette émission, je me permets de faire un petit pas de côté et de vous les présenter. Donc voici les femmes avec lesquelles je travaille au quotidien chez Stoic. Je m'appelle Céline Lay et je travaille dans la cybersécurité en tant que développeuse back-end. Je m'appelle Élise Salin, je travaille dans la cybersécurité en tant que responsable marketing produit. Je m'appelle Victoire Aubrio et je travaille dans la cybersécurité en tant que product manager. Je m'appelle Cécile Salama, je travaille dans la cybersécurité en tant que responsable des partenariats courtage. Je m'appelle Audrey Bonneau et je travaille dans la cybersécurité en tant que responsable partenariat. Je m'appelle Alice Benchimol et je travaille dans la cybersécurité en tant que responsable événementiel. Je m'appelle Léna Dieng et je travaille dans la cybersécurité en tant que responsable du recrutement. Je m'appelle Agathe de la Laurencie, je travaille dans la cybersécurité et je suis responsable des opérations. Merci à toutes mes collègues d'avoir bien voulu témoigner dans ce podcast. J'espère sincèrement que ces petits témoignages vont aider à rendre le monde de la cyber plus attractif auprès des femmes. D'ailleurs, saviez-vous qu'il fut un temps où l'informatique était un monde de femmes ? En fait, dans les années 40, aux États-Unis et au Canada, c'était des femmes qui étaient employées pour réaliser des calculs complexes et fastidieux, notamment pour la NASA, pour réaliser des calculs, par exemple, de trajectoire de missiles. Donc ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un travail qui était largement sous-estimé et il était sous-valorisé par les hommes qui considéraient que le niveau d'expertise requis pour réaliser ce type de calcul était
très inférieurs aux leurs. Donc ces femmes, en fait, à l'époque, c'est intéressant, on les appelait les calculatrices humaines. Et en 1943, donc en plein dans la Seconde Guerre mondiale, la majorité des personnes employées comme calculatrices humaines, c'était des femmes. D'ailleurs, il faut savoir que la programmation du premier ordinateur du monde a été réalisée par une équipe entièrement féminine. Et à cette époque, donc réaliser des calculs complexes ou écrire du code, c'était considéré comme une tâche vraiment très peu intéressante pour les hommes. En gros, les hommes, eux, ils construisaient les ordinateurs qui pesaient des tonnes, donc des grosses machines. Ils conceptualisaient des produits et ils embauchaient des femmes pour coder, programmer et exécuter leurs instructions. En gros, elles étaient considérées comme des secrétaires, ni plus ni moins. Donc, aller dire aujourd'hui à un développeur web qu'il est le secrétaire de son responsable produit, je ne sais pas si ça va lui plaire. Dans les années 50 et 60, il y a eu de plus en plus besoin de programmeurs. Et donc, on a continué de chercher des femmes pour réaliser ce métier. Donc, ce n'est pas seulement un métier qui a été réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les hommes étaient au front. Pas du tout. Les femmes ont continué d'exercer ce métier pendant les années 50 et 60. Et c'était, à l'époque, complètement normal de penser que les femmes étaient parfaites pour réaliser ce travail qui était minutieux et complexe. Donc, on compare en fait la capacité à programmer avec la capacité à suivre une recette de cuisine ou même à tricoter ou à coudre. En fait, c'était des tâches qui étaient considérées aussi complexes que la programmation. Comme quoi, les stéréotypes sexistes mènent à tout quand ça nous arrange. On rappelle aussi, évidemment, que les femmes ne sont jamais promues à des postes de direction et que leurs salaires sont aussi très inférieurs à ceux des hommes dès cette époque. Donc jusque dans les années 70, en fait, ce qui est étonnant, c'est que la part des femmes qui s'intéressent à des études de codage est à peu près équivalente à celle des hommes, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et en fait, quand est-ce que ça a changé ? Ça a changé vers la fin des années 70, début des années 80. Il y a un tournant qui se fait, en fait, quand les ordinateurs rentrent dans le quotidien des gens, quand les personnes se mettent à avoir des ordinateurs à la maison, des ordinateurs personnels. Il y a des études en fait qui montrent qu'à l'époque, les hommes, ils ont un accès plus facile à un ordinateur à la maison que les femmes. Donc en gros, quand on commençait des études de codage, les étudiants masculins qui intègrent l'université, eux, ils se sont déjà essayés au code à la maison. Donc ils disposent déjà de compétences en programmation. Et du coup, on constate une certaine inégalité dès l'entrée à l'université entre les hommes et les femmes. Donc à cela viennent s'ajouter aussi des nouveaux stéréotypes qui apparaissent à ce moment-là. Celui de l'homme qui est associable, qui reste enfermé dans le noir pendant des heures pour coder. Et aussi celui qu'on connaît aujourd'hui. Si vous n'avez pas codé depuis que vous avez 5 ans et demi, vous n'êtes pas un vrai programmeur. Donc en gros, à partir de là, les femmes se sont retrouvées peu à peu exclues de ce monde. Et elles ont commencé à douter face au comportement sexiste, notamment de certains de leurs homologues masculins ou même de leurs professeurs, jusqu'à parfois abandonner leurs études. Ensuite, il y a eu l'avènement des jeux vidéo dans les années 80-90. Et ça ne va pas arranger les choses puisque ça va plutôt les renforcer, puisqu'il va y avoir l'apparition de la fameuse culture geek qui renforce les stéréotypes sexistes. Donc l'informatique, là, est clairement devenue un monde réservé aux hommes. Et les femmes ne sont plus du tout attirées par ce secteur-là. Elles représentent d'ailleurs aujourd'hui 11% des effectifs en cybersécurité. Ce qui se passe aujourd'hui depuis les années 2000, c'est qu'il y a plein d'actions qui sont mises en place par des associations, notamment, pour lutter contre les clichés qui sont si bien ancrés dans nos sociétés. Et il faut constamment rappeler que les femmes ont fait progresser le monde de l'informatique et qu'elles sont nombreuses. Par exemple, au 19e siècle, la première femme à avoir programmé, Ada Lovelace, aujourd'hui, il y a même un langage de programmation qui porte son nom. C'est aussi grâce aux calculs complexes réalisés par une femme, Dorothy Vaughan, que la NASA a pu lancer ses premiers satellites américains en orbite autour de la Terre. C'est aussi grâce au talent de programmation de Margaret Hamilton que l'on a pu envoyer Apollon sur la Lune. Mais en fait, je ne vais pas vous raconter ici l'histoire de toutes les femmes qui ont fait progresser le monde de l'informatique et qui sont restées dans l'ombre. En fait, il y en a énormément. Si vous tapez « Histoire des femmes dans l'informatique » sur Google, vous serez surpris de voir tout ce qui a été réalisé par elles. Je vous mets aussi évidemment toutes mes sources dans la description de l'épisode. En fait, je préfère clôturer cette émission en vous faisant écouter un extrait de Valeria Faure-Muntien que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour l'épisode 2 du monde de la cyber. Donc, elle est aujourd'hui présidente de Women for Cyber France et elle revient sur tout le travail de sensibilisation qui est réalisé par l'association pour attirer les femmes vers les métiers techniques de l'informatique et de la cybersécurité. Et du coup, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres associations comme Women for Cyber qui poursuivent les mêmes objectifs comme le Cercle des femmes de la cybersécurité qu'on peut citer ici. De mon côté, moi, je déplore en fait d'une certaine manière que de telles associations doivent exister pour nous pousser, nous les femmes, nous encourager, nous rassurer dans nos parcours professionnels. Je les remercie évidemment d'exister, mais je regrette aussi d'une certaine manière que l'on en ait tant besoin pour nous faire exister, nous, les femmes, du monde de la cyber.
Vous nous le disiez, vous êtes ancienne députée. Aujourd'hui, vous êtes présidente de Women for Cyber, donc je change un peu de sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de cette association ? Alors, c'est une association loi 1901 qui fait partie d'un réseau européen qui, lui, pour le coup, est régi par une fondation privée, Women for Cyber Europe. L'idée est née dans l'esprit de Maria Gabriel, commissaire européenne, il y a quelques années, d'attirer les femmes dans la cybersécurité. Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle a constaté, comme nous tous, le manque des talents criants sur le marché européen de la cybersécurité et qui aurait des conséquences gravissimes puisque si nos entreprises ne peuvent plus embaucher, elles ne pourront pas développer de solutions. Si elles ne développent pas de solutions, on n'aura pas de solution souveraine. Et donc, soit ils seront obligés d'embaucher les gens venant de l'extérieur de l'Union européenne, ce qui, en termes de souveraineté, pose de vraies difficultés parce qu'on sait que l'espionnage industriel existe aussi en la matière. Soit les consommateurs seront obligés de se rabattre sur les solutions qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Et là, à nouveau, on a un problème de souveraineté parce que la cybersécurité est extrêmement intrusive comme solution dans une entreprise, une collectivité ou dans un établissement public. Et donc, si pour vous protéger, vous êtes obligé de donner tous vos accès à vos données, mais aussi à la construction de votre réseau, à la façon dont sont attribuées les autorisations et les mots de passe. Là, pour le coup, vous ouvrez toutes les fenêtres et toutes les portes. Donc, il faut être sûr que la solution n'est pas pire que l'absence de solution. Donc, l'absence de talent était De manière générale, pas seulement là, on parle pas seulement des femmes. Non, l'absence générale des talents et que le vivier femmes n'avait été que peu exploité, voire pas du tout. Les femmes représentent aujourd'hui dans les 11% des salariés des entreprises de la cybersécurité. Donc, à partir de là, nous avons commencé à œuvrer. Le Women for Cyber France a vraiment pour esprit deux choses. Promouvoir les femmes dans la cybersécurité, c'est-à-dire apprendre aux entreprises à embaucher et à fidéliser les femmes qu'elles recrutent. Et promouvoir la cybersécurité auprès des femmes, là, pour le coup, changer l'image de la cybersécurité, parce que c'est une image d'un milieu opaque, d'un milieu ultra-masculin, d'un milieu très jeune et d'un milieu criminel. On parle beaucoup plus dans le grand public de cybercriminalité que de cyberprotection. Et quand on voit l'orientation naturelle des femmes, elles sont plutôt attirées par ce qu'on appelle le care en bon français, n'est-ce pas ? En tout cas, un accompagnement, une protection. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel le milieu cyber communique. Et puis, à titre personnel, moi, il y a les sujets de biais cognitifs et biais culturels, ce sont des sujets qui m'intéressent depuis longue date. Et donc, j'apporte cette valeur ajoutée parce que les entreprises de la cyber et des utilisateurs d'ailleurs ont toutes envie d'évoluer, mais elles ne savent pas par où commencer. Et donc, il faut leur apporter aussi les outils nécessaires à la modification de leur perception des choses. Quand vous publiez une annonce et il n'y a aucun CV de fille en retour, c'est que votre annonce ne correspond pas aussi à un public féminin parce qu'il n'y en a aucune qui se trouve suffisamment à l'aise face à votre annonce pour postuler, ne serait-ce que. Donc, il y a un vrai sujet de vocabulaire, il y a un vrai sujet d'image à travailler. Mais il y a aussi toute la partie autocensure côté jeunes filles et femmes en reconversion. C'est évidemment l'image de la cyber, mais aussi c'est la méconnaissance des métiers. Aujourd'hui, en termes d'orientation, ce sont les parents qui sont les premiers prescripteurs et ensuite c'est l'école, les conseillers d'orientation. Donc, il faut communiquer avec le grand public, former les conseillers d'orientation, former les enseignants, former les formateurs plus globalement, notamment dans le cadre du SNU, par exemple, pour communiquer sur tout le potentiel. Non seulement il y a un potentiel de carrière, mais il y a aussi un potentiel de salaire. Les salaires dans la cyber sont des salaires qui sont très généreux par rapport au reste du marché
français. Donc, il y a des parcours de carrière à construire entre le public et le privé, par exemple, parce qu'il y a des engagements qui peuvent être temporaires ou pérennes côté commandement cyberdéfense, côté ministère des Armées. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut en parler, et il faut le mettre en avant, il faut le valoriser de manière à ce que ce soit attractif. Et donc, pour augmenter significativement le nombre de talents sur le marché du travail cyber européen, mais aussi pour plus d'efficacité. Plusieurs études à travers le monde prouvent que les équipes mixtes sont les équipes les plus performantes, d'une part. Et pour la peine d'avoir auditionné quelques chefs d'entreprise de la cyber, qui ont des équipes mixtes, ils disaient qu'ils voyaient techniquement que ce soit les solutions de prévention ou que ce soit les réponses à incidents, les équipes mixtes sont plus créatives, leurs solutions sont plus solides du fait que les cybercriminels et les hommes de la cybersécurité, ce sont la même génération, ils ont fait le même type d'études, entre guillemets, ils ont un standard de pensée quelque part. Et quand on y a introduit dans les équipes de protection, on introduit les femmes qui ont une façon différente de réfléchir, du coup, elles apportent une valeur ajoutée complémentaire qui permet de rendre les solutions plus créatives. C'est super intéressant ce que vous racontez. Et du coup, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Quelles sont vos actions? Est-ce que vous allez dans les écoles, voir des jeunes filles qui sont sur le point de se lancer dans des études pour leur expliquer ce que c'est que les métiers de la cybersécurité et que c'est complètement accessible pour elles? À quoi ressemble votre quotidien en tant que présidente de Women for Cyber? Alors, le quotidien d'une présidente d'une association, c'est surtout lever les fonds pour pouvoir justement faire les démarches. Et donc, je permets de faire un petit peu de pub aussi. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de partenaires entreprises qui nous apportent un soutien financier, et on saura bien leur rendre en termes d'accompagnement justement dans le cadre de féminisation de leurs équipes et dans la transformation en fait de leur process de recrutement. Alors, on a besoin de soutien, on a besoin de bénévoles évidemment, mais on a besoin de soutien financier aussi pour pouvoir avoir des actions. Donc à ce stade, nous avons déposé plusieurs dossiers de manifestation d'intérêt dans le but de former les formateurs de SNU, des intervenants de SNU. On ne pourra pas aller voir chaque collégienne et chaque lycéenne, c'est impossible techniquement. Elles sont bien beaucoup trop nombreuses sur le territoire français et ultramarin, il ne faut pas l'oublier. Une association ne peut pas se permettre forcément de faire des allers-retours réguliers à travers toute la France. Donc, il faut former les formateurs, il faut démultiplier en fait la formation. Donc, nous souhaitons former les intervenants de SNU. Nous souhaitons former les conseillers d'orientation. Nous souhaitons mettre en place un partenariat avec l'Éducation nationale dans le but d'introduire dans les circulaires du ministère les informations utiles sur qu'est-ce qu'est le milieu de la cybersécurité, quels sont les métiers qui existent dans la cybersécurité. C'est évidemment de l'évangélisation, parce que plus on fait de communication à destination du grand public, plus on atteint aussi les parents qui vont intervenir dans le choix d'orientation. C'est travailler avec les écoles d'ingénieurs, les facultés, pour d'une part les créations des formations mixtes, parce que un juriste spécialiste dans la cybersécurité, c'est extrêmement utile, mais aussi pour le changement d'image, parce que je vous assure qu'on entend beaucoup de choses sur les écoles d'ingénieurs, mais pas le fait que ce soit des écoles mixtes. Et donc là aussi, il y a un travail à faire pour que ces écoles soient plus accessibles et plus intéressantes pour les femmes. Donc, c'est vraiment accompagner la prise de décision en amont des études, l'accompagnement dans les études, que le cadre soit favorable. Ensuite, c'est le programme de mentorat pour accompagner celles qui sortent de l'école ou les jeunes professionnels en place pour qu'elles ne se sentent pas isolées. C'est de créer une forme de sororité aussi pour qu'elles puissent échanger
sur leur parcours et sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais aussi des choses bien qu'elles souhaiteraient partager, des trucs et astuces qui fonctionnent. C'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles mettent en place des entreprises partenaires pour qu'elles mettent en place les outils d'embauche et de fidélisation parce que il y a une sérieuse difficulté. On pourrait avoir échangé avec quelques jeunes professionnels. Il y a un sentiment du milieu hostile quand les jeunes femmes rentrent en entreprise. Pas parce qu'on ne les aime pas ou on les traite mal, parce que rien n'est mis en place pour elles, en fait. Et donc, même celles qui arrivent, parfois, elles quittent l'entreprise au bout de 3-4 ans, et même le milieu de la cybersécurité pour s'orienter vers un autre milieu. Donc, il faut les fidéliser, il faut les garder et les faire évoluer. C'est comme je vous disais, des partenariats avec les ministères aussi pour les parcours de carrière publique-privée. Il y a une association qui s'appelle Combattantes Numériques qui regroupe les femmes du ministère des Armées travaillant dans la cyber. Donc aussi ouvrir et voir comment on peut créer et sécuriser les parcours pour que les CV du public dans le privé trouvent écho et vice-versa. Et évidemment trouver les rôles modèles, incarner vraiment les parcours carrière, donner de l'information, communiquer plus largement, être présente sur tous les salons et sur les tables rondes pour parler de fond et pas uniquement de la féminisation, parce que nous avons des membres très compétentes qui peuvent apporter leur expertise aux côtés des hommes sur les tables rondes. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui souhaiterait se lancer dans le monde de la cybersécurité mais qui n'ose pas le faire, qu'est-ce que ce serait ? Alors, moi, j'ai une devise. Rien n'est impossible. La seule limite, c'est celle de notre imagination. Donc, il faut ouvrir ses chakras pour pouvoir s'autoriser à faire des choses. Ensuite, qu'elle vienne nous voir et qu'on discute et que je lui présente des personnes qui l'ont fait et qui ont non seulement survécu, mais qui s'éclatent. Et aussi qu'elle se renseigne sur tout type de métier qui peut exister, qu'elle ne se remette absolument pas en question. Elle est tout à fait capable. Il n'y a pas de... C'est des métiers qui sont des métiers de langage et pas uniquement des mathématiques, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des métiers de protection et pas des métiers de combat. Donc, elle aura toute sa place et puis elle pourra vraiment s'amuser parce que le job, en plus, les jobs sont variés. Le quotidien est varié. Ce n'est pas être enfermé derrière son ordinateur toute seule toute la journée. Donc, go, il faut se lancer. Le message est passé. J'ai vu qu'il existait un prix, le trophée de la femme cyber. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Je n'ai entendu parler, en effet. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de créer des prix réservés aux femmes pour ce genre de milieu-là ? Alors, moi, je ne vais pas critiquer ce que les concerts ont mis en place. Donc, maintenant, je vais un peu faire un petit pas de côté. Et je vais vous parler des quotas. Je pense que pour le coup, ça répondra un petit peu à la question. Les quotas, c'est un fléau, mais ils sont absolument nécessaires. Donc, c'est nul, mais c'est nécessaire. Sans les quotas, on n'aura peut-être pas progressé du tout sur la féminisation de quelque métier que ce soit. Mais à la fois, c'est mal vécu et par ceux qui sont obligés de les respecter et par celles qui sont arrivées par les quotas quelque part, parce que finalement, on dévalorise leur capacité intrinsèque à être à cette place-là et on met tout sur le dos des quotas. T'aurais jamais été là s'il n'y avait pas le quota. C'est très désagréable à entendre. Moi, en politique, je l'ai entendu beaucoup. C'est-à-dire qu'étant une jeune femme de 32 ans élue à l'Assemblée nationale, on m'a dit c'est normal, Macron voulait 50% des femmes, il a pris n'importe lesquelles.
non, en fait, je l'ai gagné cette élection, j'ai la légitimité des voix et donc c'est pas Macron qui a voulu. Il nous a donné l'opportunité parce que la répartition des circonscriptions a été faite de manière équitable. Donc voilà, je pense que il y a besoin de valoriser les femmes, quelles que soient les choses qu'elles fassent, parce qu'elles ont été trop mises de côté. Nous avons été trop mises de côté dans l'histoire. À la fois, si on pouvait à terme l'éviter et plutôt valoriser, ou en tout cas chercher à valoriser les entreprises qui mettent en œuvre les outils de performance en termes d'embauche et de fidélisation des femmes. C'est ce que veut mettre en place Women for Cyber. Je pense que ce serait plus efficace dans le sens où imposer de la féminisation, c'est bien. Leur donner les outils pour que ce soit efficace, c'est encore mieux. Donc, on va être complémentaire à toutes les lois qui sont en place aujourd'hui sur les quotas et les obligations des entreprises à féminiser leur personnel. Il y a de la mauvaise foi, elle existe partout, pas uniquement dans le milieu de la cyber, mais dans le milieu de la cyber, cette mauvaise foi, elle est résiduelle. C'est un milieu assez jeune qui n'a pas de gros soucis de sexisme. Par contre, c'est un milieu qui est devenu tellement masculin que l'entre-soi a produit une incapacité à visualiser les outils à mettre en place pour changer les choses. Et donc là, ils ont besoin d'un coup de main et nous, on est là pour le donner ce coup de main. Maintenant, les femmes de la nouvelle génération, celles qui sortent aujourd'hui des écoles, je rencontre de plus en plus de difficultés à les mettre en avant ou à les faire se mobiliser pour la cause parce qu'elles ne veulent pas être valorisées parce qu'elles sont femmes. J'ai souvent cette réponse-là, c'est-à-dire je suis une fille et en quoi c'est un sujet. Je ne veux pas parler que de ça. Oui, je vais peut-être rencontrer des difficultés, peut-être pas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais objectivement parlant, je suis un professionnel de mon métier et je veux être traitée comme telle. Une professionnelle, pas plus, pas moins. Je ne veux pas être mise en avant sur une table ronde, sur un sujet parce que je suis une fille. D'un côté, je les comprends parce que par moments, ça peut être même dégradant. Et encore une fois, je vous parle de mon expérience politique, je le sais. On vous réduit qu'à ça. Mais de l'autre côté, on a quand même besoin de rôle modèle pour incarner. Donc, il faut trouver un juste milieu. Chez Women for Cyber, ce qu'on souhaite, c'est que nos membres féminins parlent de fond, parlent de sujets techniques, pas spécialement de leur parcours, pas spécialement de leur expérience, autant que femmes dans l'entreprise, mais de leur expérience en tant que professionnels de leur métier. Je pense que c'est la meilleure façon de progresser et d'intéresser aussi les nouvelles générations ou celles qui sont en reconversion parce que avoir l'image de la femme qui parle technique, c'est en soi incarner un rôle modèle. Et c'est un biais cognitif puissant. Et c'est un biais cognitif puissant. Il faut se donner, il faut se faire une représentation. Et se faire une représentation, c'est pas forcément entendre une femme de parler du fait qu'elle soit femme, parce que même si on est toutes différentes, quand on est une fille, on connaît un petit peu la vie d'une fille, quoi. Donc, on n'apprend rien spécialement. Et donc, on met un point d'honneur à mobiliser nos adhérentes pour les tables rondes. Autour de leur expertise. Autour de leur expertise. Ce qui n'est pas une évidence non plus, mais on va, petit à petit, on va y arriver. Les changements cognitifs et les changements des biais culturels, ce sont des changements qui doivent se faire en douceur. C'est pas, encore une fois, en imposant une norme, un standard,
par la loi qu'on arrivera à l'efficacité. C'est vraiment en apprenant de nos erreurs, en modifiant notre approche des choses, en prenant des exemples clairs qui peuvent illustrer les difficultés. Typiquement, sur les comportements. J'étais en train de représenter Women for Cyber à une réunion organisée par la région Île-de-France sur l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, on a fait plusieurs ateliers, on débattait ensuite du sujet. Et la personne qui représentait la région disait comment on peut valoriser en fait l'entrepreneuriat au féminin, parce que quand on cherche, on a du mal à trouver. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui entreprennent, c'est qu'elles ne répondent pas à vos sollicitations. Et elle disait, mais comment on peut inciter et accompagner et financer même l'entrepreneuriat féminin? Je dis, en changeant vos critères d'efficacité, en fait. Quand on finance une femme, on lui impose les standards d'efficacité, de rentabilité, d'évolution, qui sont des standards purement masculins, qui sont des standards purement chiffrés. Et donc, on a détruit, ou en tout cas, on a oublié toute la partie qualité. On a oublié toute la partie bien-être. Même dans le cadre de la RSE, on se retrouve avec des standards chiffrés, des pourcentages qui ne veulent rien dire de l'efficacité de la RSE. Donc, en mixant les deux types de moyens d'évaluer l'efficacité d'un investissement, vous allez avoir la réponse des deux côtés, en fait. Mais quand on vous dit vous aurez le financement à condition que, et vous devrez ensuite faire un reporting de telle manière, ça ne correspond pas forcément au langage féminin. Il ne faut pas nier la différence. On est tous égaux, on a tous les mêmes droits, on a besoin de parfois encore se battre pour les droits féminins, mais il ne faut pas nier les différences, parce que c'est bien la complémentarité. Et donc, il y a une différence, puisque le complémentaire fonctionne bien, qui va être efficace. Et donc, il faut aussi valoriser cette complémentarité et valoriser ces différences-là et pas les nier, parce que ça apporte une réelle valeur ajoutée. Ça apporte une réelle vision complémentaire. Et donc, il faut mixer les sensibilités de manière à pouvoir mettre en exergue cette différence et cette complémentarité. Le message est passé. Merci beaucoup Valéria d'être venue nous parler de votre expertise sur l'assurance cyber, de votre rapport sur la cyberassurance et de votre rôle en tant que présidente de Women for Cyber. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.